Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'auteur d'un livre qui vient de paraître autour d'une personnalité de la réforme protestante du XVIe siècle. Neil Blau, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors, vous êtes professeur d'histoire du christianisme à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, et vous avez fait paraître, il y a de ça quelque temps, ce livre qui s'intitule « Les révoltés de l'Évangile, Balthazar Hubmaier et les origines de l'anabaptisme ». Pourquoi ce livre ? J'avais envie d'écrire en langue française une histoire des origines de l'anabaptisme qui est né ici en Suisse, à Zurich. Et il semblait que la carrière du théologien, pasteur Balthazar Hubmaier était une approche intéressante parce que ça permet d'aborder un certain nombre de sujets importants. Oui, parce que c'est quelqu'un que dans le paysage des réformateurs, on ne connaît pas trop. Voilà, presque un inconnu pour les gens d'aujourd'hui, pas au XVIe siècle, mais il est peu connu, effectivement. Qu'est-ce qu'il apporte de manière générale de particulier? Vous avez un terme que vous mettez passablement en avant dans ce livre, c'est le terme de réforme communale. Alors, qu'est-ce que Hubmaier, qu'est-ce que Balthazar Hubmaier a à voir avec ce terme-là? Voilà, ça c'est un concept plutôt récent dans l'histoire des réformes du XVIe siècle. Les historiens parlent de réforme des princes, par exemple dans le nord de l'Allemagne, où les réformes étaient dans les principautés menées par les princes, ou les réformes des villes en Suisse et dans le sud de l'Allemagne, où les réformes étaient plutôt en lien avec les autorités municipales. Le concept de réforme communale vient d'un historien allemand, Peter Blickl, qui enseignait à l'université de Berne. Il cherche à trouver une manière de décrire les premières années 1520 de la réforme. Et il tourne autour de la notion de Gemeinde. Gemeinde, c'est commune, ou c'est communauté. Ville, c'est église, c'est paroisse. Et en fait, dans les siècles qui précèdent l'époque de la Réforme... Donc le XVIe siècle. Oui, voilà, il y a une augmentation importante du nombre de communes, de villes et de villages en Europe. Et une des revendications à l'époque de la Réforme, au début du XVIe siècle, c'est une sorte de localisation de la responsabilité religieuse. C'est-à-dire que les villes, les villages avaient envie de prendre en charge leur propre vie religieuse. Et de nommer notamment leur prêtre ou leur pasteur. Voilà, nommer leur pasteur, garder la dîme ecclésiastique chez eux pour rémunérer ce pasteur plutôt. Et pas la donner à un couvent ou à un ordre religieux. Voilà, ou à la cathédrale, effectivement. Oui. Alors, juste pour reposer un peu le cadre de la réforme protestante, donc il y a une date phare, c'est 1517, les 95 thèses de Martin Luther à Wittenberg. Et puis après, ce courant donc, qui prend aussi en Suisse, autour de Zurich. Et dans ce contexte-là, Balthazar Hubmaier, d'où est-ce qu'il vient? Bon, il est en plein dedans. Hein. Il est né dans les années 1485. On n'est pas très sûr, hein, semble-t-il. Oui, on ne sait pas. Et près de Augsbourg, dans un petit village qui s'appelle Friedberg. Et on sait qu'il a fait des études universitaires, même s'il venait d'une famille qui n'était pas riche. Il a étudié donc à Fribourg en Brisgau et puis ensuite à Ingolstadt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié avec Jean Eck, grand théologien catholique qui deviendra le grand adversaire de Martin Luther. Et là, il obtient, donc ce Hubmaier, il obtient un doctorat en théologie. Voilà, en 1512, il est à la fois ordonné prêtre et il devient docteur en théologie. Et quelques années plus tard, à Ingolstadt, il deviendra même recteur d'université. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après cette carrière académique, il devient prêtre à Ratisbonne. Voilà, exactement. Donc là, on est plutôt en Bavière. Voilà, et il entre, lui, il commence une carrière ecclésiastique, si on peut dire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que durant cette période, on voit qu'il est en opposition avec la communauté juive. Oui, je dirais c'est un événement assez triste dans sa vie, qui n'est pas à sa gloire, mais à l'époque, à partir des années 1490, à plusieurs endroits
dans l'Europe germanophone, ont commencé à expulser les Juifs des villes et des villages. Et donc, lui a commencé à prêcher contre l'usure et les pratiques de prêt. Oui, oui, du prêt. Et donc, en 1519, après la mort de Maximilien, qui était l'empereur, qui protégeait les Juifs, et avant l'entrée en fonction de Charles Quint, il y avait une sorte de vide de pouvoir, et la ville de Ratisbonne a profité pour demander aux Juifs de partir. Alors, il est impliqué là-dedans. Il reste jusqu'en 1521 à Ratisbonne, Balthasar Hubmaier. Et puis après, il change de ville et il se retrouve à Waldshut. C'est juste à la frontière suisse, du côté de Leibstadt ou un peu plus au nord. Oui, c'est effectivement sur le Rhin, à peu près à 50 km de Zurich et de Bâle. Et donc, il devient curé de paroisse dans cette petite ville d'à peu près 1000 habitants. Pour un petit moment, et puis Ratisbonne va lui demander de rentrer, encore devenir curé, parce qu'il était devenu un prédicateur de renom, parce qu'à Ratisbonne, il y avait un lieu de pèlerinage marial, et il était le grand prédicateur de ce lieu. Et pendant ces années, là, juste avant 1523, on voit quelqu'un qui s'interroge sur les idées d'un Martin Luther, sur les idées réformatrices. Il y a beaucoup d'idées qui circulent à cette époque. Probablement, d'abord, il s'intéresse aux humanistes, à Erasme. On a des lettres qu'il écrit à des collègues humanistes. On pense qu'il a commencé à lire Luther, effectivement. Et puis, il va rencontrer Ulrich Zwingli en 1523. Donc Ulrich Zwingli, là, c'est le réformateur de Zurich. Exact, ouais. Et finalement, il entretient une amitié. Il est proche d'Ulrich Zwingli. Il est collègue de Zwingli à Zurich et il voit la mise en place de la réforme à Zurich. Et puis, il est admirateur et même il est participant parce que lors d'une des disputes théologiques en octobre 1523, il est assis à côté de Zwingli et il prend beaucoup la parole, quoi. Et là, quelles sont les idées qu'il a en commun, ce Balthasar Hubmaier, avec Zwingli? Il y a des idées qu'on appellera plus tard protestantes, l'autorité de l'écriture, la justification par la foi, mais avec des accents qu'on appellera aussi plus tard réformés, un anti-image, anti-statut, une compréhension symbolique de la Sainte Seine, et aussi un souci pour la justice sociale et encore une critique pour des pratiques économiques et politiques injustes. En 1523, il participe à cette deuxième dispute à Zurich, et puis après, il retourne à Waldshut. Et là, il met en place, ou il essaye de mettre en place aussi, une dynamique de réforme dans cette petite ville. Effectivement, au printemps de 1524, il va utiliser le modèle zwinglien. Il aura une dispute, il va présenter 18 thèses de réforme et ces thèses seront acceptées par la ville de Waldshut qui devient à ce moment-là, entre guillemets, réformée. Mais c'est particulièrement délicat parce qu'il n'est pas dans la Confédération. Bon, déjà, dans la Confédération... Dans la Confédération helvétique, c'est pas facile, mais il est un territoire de l'Empire dirigé par les Autrichiens et il y a un édit anti-luthérien et très vite, Waldshut est visé par cet édit. Et lui-même, donc Balthasar Hubmaier, se sent menacé. Oui, il est menacé, la ville est menacée. Et puis à ce moment-là, les catégories ne sont pas très claires. Pour l'Église catholique et l'Empire, ces gens-là sont des luthériens. Donc, quelque part, ce sont des gens qui amènent le trouble. Ce sont, vous dites régulièrement, des séditieux, entre guillemets. Mais ça, c'est le discours de l'Empire et de l'Église catholique parce qu'ils refusent l'autorité de l'Église. Et donc, très tôt, le discours anti-luthérien sera que c'est un mouvement séditieux. Ce n'est pas seulement plus tard les anabaptistes, mais très vite, les Luther et les Zwingli sont traités de séditieux, de rebelles. Alors, il y a une date assez marquante, c'est Pentecôte 1524, où Waldshut
passe vraiment à la réforme et où il y a aussi un peu dans la même période toute une série de baptêmes, mais non pas des baptêmes d'enfants, mais des baptêmes d'adultes. Ça, c'est en 1525. Ça, c'est en 1525. 1524, c'est le passage à une réforme de type zwinglienne. D'accord. Mais c'est aussi les débuts du mouvement paysan. D'accord, donc là, il faut juste nous expliquer en 2 mots, le mouvement paysan, c'est ce qu'on appelle la révolte qui traverse les campagnes. La révolte ou la guerre des paysans, mais dans ce... disons, si on regarde ce mouvement à travers le concept de réforme communale, on peut dire que c'est une expression populaire et rurale de la réforme, parce que ce mouvement va se nourrir des idées d'Erasme, mais surtout de Luther et de Zwingli. Et il y a plusieurs idées qui traversent, disons, il y a une réception enthousiaste des idées du jeune Luther et de Zwingli dans les campagnes. Luther et Zwingli vont préconiser le choix local du pasteur. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à Zurich, c'est la ville de Zurich qui contourne l'autorité de l'évêque pour désigner Zwingli comme pasteur. Et donc, les villages et les régions rurales demandent la possibilité de choisir leur pasteur localement, mais c'est suite à un écrit important de Luther en 1523, qui lui aussi préconise le choix local et le fait de garder les dîmes dans la ville, dans les villes, les villages, pour effectivement rémunérer le pasteur qui serait choisi par la Gemeinde, par la commune. Donc c'est d'où cette appellation réforme communale que vous chérissez. Voilà, c'est ça. Et ce mouvement des paysans, quelque part, donc, sympathise avec Waldhut, sympathise avec Hubmeier, et quelque part viendra un peu appuyer sa réforme. Effectivement, parce qu'on est à la recherche d'alliances. Hein. Très vite, les autorités impériales vont viser Waldhut et les paysans, les traitant tous de luthériens. Hein? Et le mouvement paysan n'est pas d'abord un mouvement violent, c'est une série de revendications. Les paysans s'organisent, ils écrivent des demandes, des articles qui présentent à des seigneurs, à des couvents, à des villes et à des villages. Et parmi ces demandes, il y a « nous voulons pouvoir choisir nos pasteurs, nous voulons que la dîme reste chez nous ». Et puis, il y a toute une série de droits que les paysans sont en train de perdre. Ils avaient le droit de pêcher et de chasser dans les forêts. Les seigneurs sont en train de réduire cela. Ils avaient le droit d'aller couper du bois pour se chauffer en hiver. Les seigneurs sont en droit de réduire cela. Les impôts sont en train d'augmenter. Et donc, le mouvement paysan est une demande de changement de liberté, mais au nom des idées de la réforme. Ils puisent dans Luther, et il y a toute une série de pasteurs, dont Hubmeier, qui nourrissent ce mouvement par leurs écrits, par leurs prédications. Et là, les autorités de l'Empire répriment très violemment cette révolte. Et effectivement, disons, ça commence dans la région de Waldshut, ça commence dans la Forêt Noire d'abord en 1524, et il y aura même un groupe de paysans qui viennent à Waldshut. Ils cherchent une sorte d'alliance entre des villages et les zones, disons, ruraux. Et Hubmeier, à ce moment-là, il est obligé de fuir. Il va à Schaffhouse, qui était aussi une ville qui a des sympathies pour le mouvement réformateur. Et des volontaires zurichois vont venir à Waldshut pour protéger la ville contre les troupes autrichiennes. Donc, et là, quelque part, défendre la réforme. Et effectivement, parce que les autorités ont peur que Waldshut va devenir suisse. Et c'est intéressant, à cette époque, une manière de dire qu'on devient protestant, c'est qu'on devient suisse. Parce que la structure moins centralisée de la Confédération a des liens évidents avec l'ecclésiologie protestante. Permet un peu de diversité au niveau religieux. Oui. Alors, je reviens avec cette date de Pâques 1525. Là, il y a un pas supplémentaire qui est franchi. 300 personnes sont baptisées à Waldshut. Et quelque part, ça, c'est l'indice d'une évolution et d'une rupture avec Zwingli. Oui, oui. Remontons quelques mois. Donc, il y avait à Zurich, il faut retourner à Zurich, il y avait
plusieurs adeptes de Zwingli, de jeunes Zwingliens, des Zurichois et autres, qui étaient vraiment dans la ligne de Zwingli, mais à partir de l'écriture, bon, ils ont plusieurs critiques. D'abord, ils ne trouvent pas de justification pour le baptême des nourrissons dans l'écriture, et ils trouvent que Zwingli met trop de pouvoir dans la main des magistrats pour mener la réforme. Et donc, en janvier 1525, il y aura des premiers baptêmes, bon, on va les appeler des rebaptêmes à Zurich, et la création... Donc là, des baptêmes d'adultes? D'adultes à Zurich, dans une maison. Et une communauté anabaptiste va se créer à Zolikon, dans la banlieue actuelle de Zurich. Donc quand on dit anabaptiste, c'était quelque part une sorte d'insulte qui leur était adressée. Oui, c'était des rebaptiseurs, hein, si on oui. traduit ce mot-là du grec, c'est des gens qui rebaptisent. Exactement, Voilà. exactement. Donc il y a cette émergence à Zurich d'un courant anabaptiste dans lequel Balthasar Hubmaier se reconnaît et quelque part il amène cette réforme anabaptiste du côté de Waldshut. Ben, effectivement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Zwingli lui-même, en 1523, à la mise en place de la réforme, écrivait qu'il fallait discuter du baptême des enfants. Et à Bâle, Eucke-Lampade avait des questions sur le baptême. À Schaffhouse, Sébastien Hofmeister avait aussi des questions. Donc il y a une série de réformés qui posent la question. Et Hubmaier fait partie de ces pasteurs. Et une fois le pas fait de baptiser à Zurich en 1525, Hubmaier il est déjà en contact avec ces personnes. Eux, ils sont expulsés de Zurich et ils vont aller dans la région de Waldshut et dans les environs, entre Waldshut et Schaffhouse. Et le mouvement anabaptiste va s'étendre là. Et un des endroits clés, c'est justement Waldshut, où à Pâques 1525, le village, où un bon nombre d'habitants du village seront baptisés, et donc la ville devient, entre guillemets, anabaptiste. Donc vous dites qu'il y a 300 personnes qui sont, dans votre livre, qu'il y a 300 personnes qui sont baptisées adultes à ce moment-là. C'est ce que disent les historiens. Et puis dans les environs, on est en pleine période du mouvement paysan. Il y a des villages entiers dans le Kletko et autour de Schaffhouse où des centaines de personnes se font baptiser. Et c'est donc, vous avez pendant un moment une sorte de convergence entre ceux qui veulent choisir le pasteur, refuser la dîme et refusent le baptême des enfants. Et ça devient un mouvement qui grandit et qui fait peur aussi. Voilà. Il fait peur au point qu'à la fin de l'année 1525, c'est ça, Waldshut tombe aux mains des forces armées impériales. Voilà. Et donc, il y a cette composante, disons, semi-anabaptiste du mouvement paysan dans cette partie de la Suisse. Il n'en est pas ainsi ailleurs. Le mouvement paysan, ça va d'Alsace jusqu'au lac Constance et dans le nord de l'Allemagne. Et les troupes vont mater la révolte. Et donc, la prise de Waldshut fait partie de cet aspect militaire de révolte. Et puis, c'est fini. C'est fini. Et puis, Balthasar Hubmaier s'enfuit et va se réfugier à Zurich d'abord. Puis après, il essaye de développer une dynamique semblable en Moravie, à Nikolsburg. Voilà, exactement. Mais un mot sur son petit séjour à Zurich. Il va d'abord de Waldshut à Zurich. Il va rencontrer Zwingli, qui essaie de le faire renier ses convictions. Il va paraître en chair et il n'arrive pas. Il est encore pris par Zwingli, les autorités. Il va subir la torture. Il va être mis en prison. Oui, et torturé. Et torturé. Et ensuite, il va s'échapper. Il ira en Moravie, où il y a plus de tolérance pour ce type de mouvement. Et là, pour la deuxième fois, il mettra en place un village anabaptiste. Donc cette réforme communale dont vous parlez. Avec l'appui d'un prince, effectivement. Et là, quand même très rapidement, il va être arrêté par l'Empire et puis brûlé à Vienne le 10 mars 1528.
Exactement. Et disons, pendant son année et demie à Nikolsburg, il va rédiger toute une série d'écrits très intéressants. Et catéchisme, liturgie de baptême, liturgie de la scène, des traités sur la politique, traités sur la prédestination. Et ensuite, il sera pris par les autorités parce qu'en fait, Ferdinand, qui est le frère de Charles Quint, lui en veut depuis assez longtemps. Il sera arrêté, amené à Vienne. Et l'ironie de l'affaire, c'est l'évêque de Vienne à l'époque qui va justifier sa mise à mort, c'est un ancien collègue d'études et quelqu'un qu'il connaissait. Et ça montre disons, le côté sombre de cette époque. Oui. La cruauté de cette époque. Vous-même, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler cette personnalité de Balthasar Hubmaier? C'est mon intérêt pour les mouvements dissidents, pour l'anabaptisme du XVIe siècle. C'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai fait 3 années de conférences autour de Hubmaier et j'ai trouvé des choses fascinantes et j'ai découvert les liens proches de Luther, de Zwingli et puis la guerre des paysans et l'émergence de l'anabaptisme. Tout ça, on peut raconter tout cela en parlant de Balthasar Hubmaier. Et aujourd'hui, pour le protestantisme, pour le mouvement évangélique, qu'est-ce que ça apporte de travailler sur une telle personnalité? Je peux donner ma réponse, hein, c'est aux uns et aux autres, mais je trouve que d'abord, il y a une émergence de ce qu'on appellerait aujourd'hui une église libre, mais en fait, Hubmaier n'est pas vraiment partisan d'une église libre. Parce qu'il va s'appuyer sur les autorités. Une autre aile de l'anabaptisme suisse va aller plus loin, ou par la force des choses et puis par la réflexion théologique, pour séparer l'Église de l'État. Mais je crois que ce qui est important, c'est de montrer que l'émergence de ce mouvement de professants d'Église libre, où Hubmaier a quand même participé, a des racines profondes dans cette époque, dans le protestantisme, et je pense que les milieux évangéliques, parfois, nous souffrons d'une sorte de... Disons, on n'est pas conscient de l'importance de l'histoire et des racines, parce que ce que nous disons, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, ça a des racines. Hein. On ne l'a pas inventé au XXIe siècle. Et il est mieux d'être conscient de ces racines que de les ignorer, à mon avis. Neil Blau, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes vous-même professeur d'histoire du christianisme à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et que vous venez de publier aux éditions du Cerf Les révoltés de l'Évangile, Balthasar Hubmaier et les origines de l'anabaptisme. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.